Guy de Saint-Cyr, un volcanologue français, parcourt les cratères de la planète depuis plus de 40 ans. Il emmène des néophytes sur des volcans actifs du bout du monde. Leur destination est le nord de la Tanzanie, sur le volcan Oldonyo Lengai, perdu et isolé au fond du rift continental africain, à 160 km du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique. La Tanzanie est la terre des Maasai, de la faune sauvage et des volcans. Un pays qui à lui seul rassemble parmi les plus belles images de l'Afrique. De nombreux volcans jalonnent cette colossale fracture qu'est le Grand Rift africain et qui déchire l'Afrique sur 7600 km. Cette faille a commencé à s'ouvrir il y a 30 millions d'années. Il faut rouler une journée au fond de cet immense fossé d'effondrement pour arriver au pied du Lengai. Ces traînées blanches sont des coulées de lave qui débordent du cratère. Cette lave unique au monde, à l'image du Lengai, qui ne ressemble à aucun autre. Là, vous avez pensé à tout, là, à la flotte? Ben oui. Les tentes, les duvets, les masques à gaz? Les porteurs vont venir chercher le... Ouais, les porteurs arrivent, là. Les porteurs arrivent. L'Oldonyo Lengai. Et là, on est? C'est la montagne, c'est le volcan le plus extraordinaire de la planète. Je vous en dis pas plus pour l'instant, il est unique au monde, mais on en parlera quand on sera au sommet. Allez, on y va. Et il y a beaucoup de monde qui fait l'ascension? Il n'y a pas beaucoup de monde qui le grimpe, non. On n'est pas gêné par les touristes au sommet, là. L'ascension du Lengai est considérée comme particulièrement difficile, compte tenu de son dénivelé de plus de 2000 mètres et de sa pente très abrupte. Il faut en général plus de 7 heures de marche. Prends la fracture, là. Ouais, la fracture, ça tient bien. Plus que 10 mètres. C'est chaud le sol, là. Voilà. Allez. Bon, allez, voilà. Ah, Guy, c'est trop cool. Ah, Guy! Voilà, la montagne du Dieu Noir, l'Oldonyo Lengai. 2877 mètres d'altitude. Vous sentez, il fait plus frais ici, hein? Il fallait avant descendre une centaine de mètres pour atteindre le fond du cratère, à présent plein jusqu'aux crêtes, comblé par des coulées de lave figées qui s'empilent. Là, on saura s'il y a de l'activité là-bas, sur les crêtes, là. On peut marcher sans problème, hein? Non, là, il n'y a aucun souci. Là. Par contre, là-haut, dès qu'on a passé les premières crêtes, là, faites gaffe, hein. Par contre, on s'en fout. Là, il y a des fractures dangereuses, il faut être très prudent, hein. On arrive presque, ouais. On commence à filmer un peu de partout. Est-ce que tu crois que c'est... Est-ce que tu... Écoutez. Vous entendez? On entend, là. On entend.
Faites attention au sommet de la fracture, là. Attention, hein. Ce terrain sur lequel vous marchez, eh bien, c'est des laves. C'est des laves, c'est pas les laves que vous avez l'habitude de voir. Ici, ça s'appelle des natrocarbonatites. Alors, qu'est-ce que c'est que les natrocarbonatites? Eh bien, c'est tout simplement un calcaire magmatique riche en calcium, riche en sodium et riche en carbone. Imaginez que ces laves coulent comme de l'eau. Et voyez cette lave, quand elle coule, elle est noire, elle est très très noire. Si jamais il pleut, 3 heures après, elle est blanche comme la neige. S'il ne pleut pas, simplement avec l'humidité de l'air, il faudra attendre 3 jours, 4 jours maximum. Juste par la couleur, déjà vous pouvez savoir si cette coulée date de 2 jours, 3 jours. C'est le seul volcan au monde sur toute la planète à émettre ce type de lave. Écoutez, écoutez. Il y a une fumée bleue. Vous l'entendez là? Il y a une fumée bleue Ouais. qu'il n'y avait pas tout à l'heure là. Vous avez entendu là? L'éclapotement de la lave. Là, il y a la lave derrière, c'est sûr. Là, au moins, on sent que le volcan, il est vivant. Hein. Allez, on va aller voir. Ça fait peur, on dit que c'est sous nos... Enfin, on dirait que c'est sous nos pieds. Ouais, c'est impressionnant parce qu'on ne le voit pas et on entend. Vous voyez, ça, c'est de la lave qui est pas vieille, ça. Ça date de 2-3 jours, ça. Attends. Laissez de la place entre vous, hein. Ok. C'est des projections qui sont toutes récentes, là. Et là, il y a de l'activité derrière, là. Laissez de la place entre vous. La lave est sous leurs pieds, à 8 mètres environ. Mais ils ne la voient pas. Ils marchent sur un dôme, secoué par le magma qui s'agite. Ici, c'est hyper dangereux. Super dangereux. C'est là-bas, je vois. Ça y est, j'ai vu. Regardez, regardez, ça glisse de là-bas. Vous savez qu'on a une chance extraordinaire parce que ça fait 4 mois, il n'y a rien ici. Il n'y avait plus d'activité. Et il y a 4 jours, il y a un pilote qui nous a dit qu'il avait vu de l'activité. Eh bien, effectivement, regardez! Vous avez vu, là? Voilà. Ah ouais, extraordinaire. Ça, c'est fabuleux. Ouais. Regarde! T'as vu, là? Ils ont bel et bien vu la lave, mais la nuit qui tombe empêche Guy de repérer les sorties de lave et la fragilité du terrain. Le Lengai, ce très jeune volcan, est le seul actif de toute la zone. Unique et imprévisible, il laisse perplexes tous les volcanologues de la planète. Le campement est installé à l'écart de la zone active.
Mais ici, la lave peut sortir à tout endroit, à tout moment. Ils ont surveillé à tour de rôle, toute la nuit. T'as entendu cette nuit les vibrations? Ah ouais, j'ai entendu, je suis sorti plusieurs fois cette nuit là pour voir s'il n'y avait pas de problème. Ça m'empêchait de dormir parce que ça résonnait partout dans le sol, jusqu'à dans mon oreiller. Tu sais, ici, c'est toujours inquiétant parce que la lave, elle peut sortir à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment là. Bah, écoute, en tout cas, les bruits venaient de cette direction. C'est pas une certitude. On va déjà voir s'il y a des modifications de terrain autour. Putain, content. Attends, arrêtez-vous là. Sentez les vibrations là. Ouais, on commence à sentir. Sans les secousses là, déjà. Ah, écoute. On dirait des coups de fouet qui sont donnés dans l'intérieur de la terre. Ouais. Vous remarquez rien là en face? Ouais, c'est tout effondré là. Regarde, sur le dôme, hier on était là, regarde, la fracture s'est ouverte perpendiculaire là. Là, ça a bougé, hein. Ici, toute la zone, elle est dangereuse. On va faire une cordée, on va aller voir ce qui se passe. Oh putain, la chaleur ici. Ça bouillonne bien là. Tu vois quand ça vient? On voit les projections, ouais. Alors là, ça s'est tout cassé, hein. Non, là, laisse tomber. C'est un volcan assez déroutant. Il sort d'une longue période d'inactivité et chaque fois qu'il reprend une nouvelle activité, que le magma remonte, eh bien, il y a des bouleversements qui se passent à l'intérieur du cratère. Et là, notamment, la lave est à peu près à 10 mètres en dessous de moi. Et toute cette zone-là est une zone effondrée qui demande qu'à s'effondrer encore. Il y a toujours cette incertitude et cette sensation désagréable d'un sol qui est toujours en déséquilibre. Un ornitho comme celui que j'ai derrière peut se construire très très vite, en une dizaine, une quinzaine de jours. Ça dépend du débit de la lave, ça dépend des projections, mais ça peut aller très vite. Celui-ci, par exemple, hier n'existait pas, maintenant il fait à peu près 3 mètres de haut. Et il s'est construit dans la nuit. Et toute la nuit, j'ai entendu le sol qui tremblait, j'entendais... Voilà. Et si on revient ici dans une semaine, peut-être qu'il sera au niveau des crêtes. Oh là, ça projette bien là. Tu peux venir. On peut s'accorder, nous? Lâche-nous, je te tiens. Vas-y, lâche tout. Oh là, il y a une belle activité là. Bien écoute, des nitrocarbonatites, à la surface de la planète, il y en a très très peu. C'est le seul volcan au monde qui est en activité, à vomir des nitrocarbonatites. On en a trouvé d'autres, des vieux appareils éruptifs, mais qui maintenant n'ont plus d'activité. Le seul point commun entre tous ces volcans, ces quelques volcans qui ont émis des nitrocarbonatites, c'est qu'ils sont tous disposés
près d'une zone d'ouverture de rift. Mais la provenance de ces laves tout à fait extraordinaires, là pour l'instant, il y a encore différentes hypothèses et personne n'est vraiment d'accord là-dessus. Là où on est, tout peut se produire, tout peut se passer ici. Tu vois, la dernière fois que je suis venu ici, dans ce volcan, cette zone d'effondrement n'existait pas. Là. Il y avait les ornithos, mais c'était des fonds plats ici. Donc il est tout à fait probable que toute cette zone, d'ici peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'en sais rien, 1 an peut-être, tout ça, ça va s'effondrer. Le cratère à nouveau va s'effondrer, je pense. Alors il peut y avoir une phase explosive qui creuse le cratère aussi, comme ça s'est passé en 1960. Il y a une phase explosive violente et un cratère de 100 mètres de profondeur, ou alors simplement des effondrements successifs. Et là où on est, évidemment, ça peut descendre. Cet effondrement, on peut supposer que c'est pratiquement la cheminée, le conduit éruptif du volcan. Et 60 km plus bas, eh bien, vous avez le réservoir magmatique. 60 km plus bas. Guy sait qu'il y a d'autres sorties de lave dans ce cratère en pleine reprise d'activité, dont le profil évolue d'une minute à l'autre. Juste en dessous de nous, là, il y a un petit lac de lave qui est en surplomb, là. Là encore, il y a une crevasse à peu près de 10-12 mètres, là. Et le niveau du lac est là. Et on l'entend. Tu l'entends, là? Écoute. Bon, là, faut pas s'approcher plus parce que, tu vois, c'est hyper dangereux. Hein. Tout ça, c'est presque casser la figure. Tout ça, c'est en surplomb. La première expédition sur le Lengai a été menée par Maurice et Katia Kraft en 1988, mais il n'est pas réellement étudié, trop unique, trop isolé. C'est un volcan pour le moins atypique. Ces laves extrêmement fluides ont pourtant occasionné des coulées de 6 mètres d'épaisseur. Il dégage 3 fois plus de gaz carbonique que les autres volcans. Il y a eu des phases très explosives, avec des panaches de cendres jusqu'à 120 km à la ronde. À présent, son cratère se remplit de lave et s'effondre régulièrement. Les ornithos, ça tient pas très longtemps. Hein. Les ornithos, vous l'avez vu se former ce matin. C'est la projection de toutes ces particules de lave qui s'accumulent les unes sur les autres et qui forment ce petit cône avec la lave qui continue, elle, à sortir au centre du ornitho. Et il s'élève comme ça sur plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Et est-ce qu'on peut considérer un ornitho comme un mini-volcan? Oui, on peut dire ça, c'est un mini... On peut dire. On peut pas appeler ça un mini-volcan parce que c'est pas un appareil éruptif en soi, mais c'est le même mode de création au départ, si tu veux. Tenez, regardez ce ornitho, là. Il est toujours actif, celui-là? Il peut se réveiller cette nuit, demain, bien sûr, toujours. Ouais. Tu vois, il y a sa cheminée qui est toute prête, là. Ici, à quelques heures d'intervalle, l'activité change très, très rapidement. Regardez ces stalactites, si elles sont belles. Vous avez vu la longueur? Il y en a qui font plus de 2 mètres, là. Et tu dis, c'est... Bah, leur formation, il y a 2 possibilités. Ou bien le lac de lave était à un niveau suffisamment haut et il y a eu des projections, des vagues à la surface qui ont touché le plafond de cette cavité. La lave s'est solidifiée en retombant. Ou alors, c'est une coulée qui est arrivée probablement du ornitho qui est en face, qui est arrivée au-dessus. Et toutes les petites failles ont laissé infiltrer la lave et la lave a glissé par-dessous.
Ah, donc c'est comme la lave qui goûte. Voilà, c'est tellement fluide, c'est comme de... de l'eau. Donc la moindre petite faille, le moindre petit trou, tout de suite, elle s'infiltre et elle descend. Alors goutte après goutte, bien, elle forme la stalactite. Là. T'étais là? Regardez Le là-bas. lac, Guy souhaite contourner la zone active pour se rapprocher du Hornito en formation. Il avance prudemment. De toute façon, il n'est pas du tout surveillé, Non. si j'ai bien compris. Non. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ville importante autour, il n'y a personne qui risque vraiment sa vie autour. Il y a quelques Maasai, quelques villages Maasai, mais ils ont le temps de partir. Donc ils n'ont pas jugé évidemment opportun de mettre un observatoire ici. Alors toute cette zone étant sur plomb, toi, c'est très instable. Regarde devant toi, Nico, regarde. Ouais, puis c'est prêt à partir. Hein. Une petite secousse et tu penses tout. Chut. Bon bah écoutez, on va pas rester trop longtemps ici, hein. Allez. Pour Fanny, étudiante en géologie, être ici est une chance unique. C'est fabuleux de pouvoir, en fait, à ce point-là, mettre en image tout ce qu'on peut étudier, quoi. À ce point-là, c'est-à-dire que, je sais pas, c'est comme si quelqu'un fait de l'astronomie, étudie la Lune, et puis 2 semaines après, il se retrouve sur la Lune, quoi. C'est ouais, vraiment, je crois que j'ai une chance phénoménale. C'est l'endroit le plus extraordinaire que j'ai jamais visité. Et c'est l'endroit le plus flippant que je n'ai jamais connu, en fait. Mon prochain voyage, je vais aller au Vanuatu, à Hawaï, voir ces grandes coulées de lave. J'ai envie d'aller en Indonésie. Oui, ça m'a donné un peu le virus des volcans quand même. Y a pas... C'est trop excitant de sentir le sol vibrer et de sentir cette force-là de la Terre. Non, j'ai chopé le virus. Guy m'a donné le virus. Guy emprunte seul une voie qu'il a trouvée pour accéder au Hornito en formation qui se trouve dans la partie la plus dangereuse de la zone active. Oula, c'est fort. Ça a l'air tout en surplomb. C'est que des blocs éboulés. J'aurais aimé m'approcher de ce Hornito, descendre sur le plancher, mais malheureusement, là c'est trop risqué parce que il n'y a rien qui tient, c'est que des blocs éboulés, et dessous, là, c'est tout creux. Mais là, on est pratiquement dans le centre du cratère, dans la zone d'effondrement, et on arrive pratiquement au point le plus bas de la zone d'effondrement. Et là, ça craque. On a entendu ce craquement, là. C'est probablement une plaque là, qui vient de céder. La lave est en dessous, là. Par rapport au niveau général des crêtes, je vais dire une quinzaine de mètres en dessous. J'aurais bien aimé descendre sur ce plancher quand même. J'ai approché les volcans d'une façon peut-être un peu plus sensuelle, moins scientifique, c'est clair. Mais si j'avais à refaire ma vie, je la referais exactement de la même façon. J'aurais pas envie de m'accrocher, de m'attacher à un observatoire, j'aurais pas... Non. Mon plaisir, c'est de parcourir les volcans de la planète. Et dès que j'arrive sur un volcan, j'ai un petit peu l'impression d'arriver chez moi. J'ai comme ça, de par le monde, plein de petites maisons qui sont mon chez moi.